lâché le morceau, on sait qu'on savait, mais c'est quand même les gens de Elf qui le disent maintenant, qu'ils soutenaient les dictatures, ils payaient les dictateurs avec l'argent du pétrole. Et le Gabon vient de passer au Commonwealth, avec les Anglais, pour quitter la France-Afrique. Donc il y a des bonnes nouvelles pour les peuples africains, qui pourraient s'émanciper de la France-Afrique. Mais c'est le même mouvement depuis le Roux. Alors, le Roux est déjà contre cette colonisation. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Il se passe que, on dit le Roux c'est l'inventeur du socialisme. Ah oui. Il n'y aurait pas eu le Roux, il n'y aurait pas eu Lénine. Il n'y aurait pas eu le Roux, il n'y aurait pas eu Mao. Il n'y aurait pas eu le Roux, il n'y aurait pas eu Che Guevara. L'idée du socialisme s'est propagée à travers la terre entière, principalement d'abord en Russie, où les anarchistes et puis les socialistes jusqu'aux bolcheviks ont donc expérimenté ce qui devait être l'équivalent de la Révolution française contre le tsar, mais vu les forces militaires en présence, on fait le choix de la dictature du prolétariat, tralala, même si Lénine, avant Staline, a remis la NEP et revient à une forme de république incluant ce que la dictature du prolétariat ne devait pas accepter. Mais à travers l'URSS et puis après la Shoah, l'idée du socialisme a traversé la planète, jusqu'en Amérique du Sud. Alors, il y a des courants très très différents, bien sûr, on va faire court, avec le courant de la théologie de la libération en Amérique du Sud, mais cette idée du socialisme a parcouru la planète. Jusqu'au Rwanda. Parce que bien sûr, le point d'anticriminalité, c'est aussi parce que ces petits caissons à gaz, quand on a découvert ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est que c'était des chambres à gaz industrielles. Donc, le Roux combat un capitalisme, le Roux combat une industrie. C'est la même industrie aujourd'hui agroalimentaire. C'est la même industrie du pétrole, c'est la même industrie du complexe thermo-industriel qui détruit aujourd'hui toujours des humains, qui détruit les arbres, qui détruit les océans, qui détruit la planète. Il était déjà contre cette industrialisation de la Terre. C'est un écologiste. Oui, c'est un des premiers écologistes. Bon, évidemment, René Dumont, évidemment, Gors, c'est des gens qui sont inscrits dans le terme écologie. Mais quand on voit, et je pense que Froberg va faire un travail là-dessus, quand on voit comment ils vivent à Boussac et comment ils le pensent et comment ils le vivent, comment ils le pratiquent, on peut dire que c'est les premières communautés éco-socialistes. Alors bon, évidemment, toute proportion gardée, avec les 170 ans de différence, mais... Bon, cette histoire du socialisme a émigré à travers le monde, et il ne faut pas croire, quand on dit Rwanda, bon, oui, bien sûr, Bamboula, Monsieur le Négro, sauvage, tout ça. Après la Shoah, le Rwanda, c'est comme l'Algérie. Il refuse la colonisation qui est belge depuis les années 20, qui a été une colonisation abjecte, puisque les colons belges, les pères blancs d'église religieux, ont coupé le pays en deux, en séparant arbitrairement un peuple en Hutu et Tutsi, qui était une différence sociale, comme on dirait agriculteurs et commerçants. Et puis on pouvait devenir commerçant si on était agriculteur, puis on pouvait devenir agriculteur si on était commerçant. C'est ça les Hutus, les Tutsis au Rwanda en 1920, dans la culture rwandaise. Les colons brisent pour évangéliser, les forcent à croire en Dieu et en Jésus-Christ, et les séparent avec les cartes ethniques, à l'identique en Allemagne, juifs, ariens, Hutus, Tutsis, favorisent les Tutsis, qui mettent en roi de pacotille, alors c'est les colons qui ont tout le pouvoir. Évidemment, après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale, comme en Algérie et comme au Cambodge, comme partout, les populations connaissent autant l'ONU que la voiture ou le pétrole, que Karl Marx ou Che Guevara. Et au Rwanda aussi, ils ont envie de s'émanciper. Or, là, il y a une puterie du pouvoir belge de l'époque qui garde l'idéologie raciste ethnique en séparant Hutu, Tutsi, et les colons belges et les politiques belges vont payer même des Hutus, soi-disant,
pour leur dire, voilà, vous êtes les Hutus, vous êtes les révolutionnaires. Comme les Français en 1789. Vous êtes la révolution sociale, vous êtes l'avenir. Et les Tutsis, c'est la royauté. C'est ceux qui vous dominaient. Oh, les méchants. Alors c'était eux qui les avaient mis au pouvoir. Hein, ils inversent leurs préférences. Ils avaient mis les Tutsis au pouvoir. Et puis, après la Shoah, ils réinversent le tout et donnent tout le pouvoir aux Hutus sous prétexte d'une révolution sociale. Or, en fait, ce n'est pas du tout une révolution sociale, puisque dès 1959, ça va être des pogroms comme contre les Juifs, anti-Tutsis. Et dès même 1961, on passe vite, hein, mais c'est des pogroms réels avec 300 000 morts. Hein. Et dès 1961, il y a même Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell, un philosophe de l'époque important, qui ont dénoncé ces premiers crimes au Rwanda comme étant les pires crimes après la Shoah. Or, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Les soi-disant Tutsis, qui ne sont pas plus Tutsis, là-dedans il y a des Hutus, il y a des Tutsis, enfin il y a des gens qui en avaient marre des Belges et de la colonisation raciste, sont obligés de fuir, parce qu'on les tue, on les pogroms de partout. Le Rwanda c'est un tout petit pays, c'est gros comme la Bretagne, et ils fuient au Burundi, en Tanzanie, au Congo et en Ouganda. Et en exil, c'est un mouvement qui est au courant de Thomas Sankara et de tous les mouvements déjà en Afrique, qui sont des mouvements socialistes, révolutionnaires, comme en Amérique du Sud, et ils sont partis avec les enfants. Hein, les enfants grandissent en exil, et pour faire court, les mouvements vont se cristalliser d'inspiration marxiste-léniniste. Certains vont être formés en Chine, certains vont aller à Cuba. Et par exemple, Paul Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda, à l'époque est un enfant, il est né en 1959. Il échappe miraculeusement au premier pogrom parce que ses parents le déguisent en fille. Ils font des petites couettes avec des rubans, parce qu'ils tuaient surtout les petits garçons, pour pas que la race se reproduise. Et il va vivre en exil en Angola, en Ouganda jusqu'en 1980. Et en Ouganda, c'est à l'époque, 1980, c'est Idi Amin Dada, un fumier de dictateur odieux, payé, je ne sais pas si c'est par le Commonwealth ou la France, enfin, c'est un monstre. Kagame rentre dans le maquis à 20 ans, du maquis de Museveni, pour renverser cette dictature en Ouganda. L'Ouganda se libère, devient autonome, alors qu'au Rwanda, quand à partir de 59, 61, 63, beaucoup de la population a dû fuir et s'exiler, aussitôt en exil, ils font les demandes à l'ONU. Il y a la loi du retour des réfugiés, et ils demandent de pouvoir revenir dans leur pays, où évidemment ils tendent à montrer qu'il s'agit d'une dictature ethniste, et non pas d'une république, hein, parce qu'on appelle ça République du Rwanda, mais dans les faits c'est une dictature ethnique encore raciste. Alors ils se battent pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, ça progresse un peu à l'ONU, ils arrivent à faire 2-3 réunions avec des journalistes aux USA, il y a des journaux qui en parlent, il y a un petit mouvement qui comprend ce qui se passe au Rwanda. Mais le dictateur en place, Habyarimana, après le premier dictateur Kayibanda, ne veut rien lâcher. Et en 1985, ils essayent, alors qu'ils viennent de participer à la libération de l'Ouganda, ils essayent de forcer un peu le chemin diplomatique en disant bah, de toute façon, voilà, ça fait 25 ans, nos parents vont mourir en exil, nous on a vécu 25 ans en exil, soit ils réouvrent les frontières et on reconstruit une démocratie, soit on envisage de passer par la force. Ils font pression avec l'ONU de manière toute diplomatique, de manière toute légale, et encore une fois, le dictateur ne veut pas en entendre parler, qui connaissait déjà Mitterrand à l'époque, qui savait que c'était une dictature raciste, que nous on ne le savait pas, en France, personne.
mais Mitterrand le savait, et le fils Mitterrand était très copain avec le fils du dictateur, déjà à l'époque, déjà en 1985. Bref, la reconstruction politique, le droit de retour aux réfugiés échoue, et là, les Rwandais en exil décident de s'organiser pour envisager un retour par la force, par l'armée. Comme ils viennent de participer à la libération de l'Ouganda, ils sont nommés dans le nouvel Ouganda à des postes de l'armée relativement importants, ce qui crée d'ailleurs des jalousies. À ce moment-là, il y a des Ougandais qui leur disent « Mais oui, mais vous n'êtes pas vraiment Ougandais, vous êtes toujours un peu Tutsi ou Rwandais. » Alors ils sont en plein le cul. Et donc ils partent de l'Ouganda. Alors ils prennent des jeeps, ils prennent des camions, ils prennent des armes, ils prennent des fusils, des mitraillettes, des balles, je sais pas, enfin, militaires quoi. Et puis ils rentrent au Rwanda. Alors évidemment, ça crée casus belli, une guerre. Et là, le dictateur Habyarimana, qui avait toujours été soutenu par la Belgique, mais qui commençait à avoir des contacts avec la France, prend son téléphone à M. Mitterrand, et dit, ben voilà, le Rwanda est attaqué, on a besoin du renfort de la France. Et M. Mitterrand, qui connaissait très bien cette dictature raciste, l'ONU venait de couper les ponts à ce dictateur, parce que toutes les aides de l'ONU étaient gardées par le dictateur, et les gens crevaient la dalle, dans un régime odieux et raciste, où tous les Tutsis à l'intérieur, comme vous avez rencontré Adélaïde, et vous avez compris son témoignage, Adélaïde qui a réussi à être professeur tout en étant Tutsi, devait enseigner le programme de la dictature qui mettait à l'écart les Tutsis. Et puis les risques, c'était pas de recevoir un blâme ou d'être viré de l'éducation nationale, c'était d'être tué. Or, ce régime est en train de s'effondrer, l'ONU ne veut même plus donner de l'argent. Et bref, le FPR, le mouvement, le Front patriotique rwandais qui rassemble des micro-partis, qui rassemble les exilés de Tanzanie, du Zaïre, s'organise, rentre de force au Rwanda, et là, le Rwanda appelle la France à l'aide. Alors, vous allez comprendre le lien, on se retrouve avec un président Mitterrand, socialiste en France, élu depuis 1981 socialiste, qui a été réélu en 1988 pour un deuxième septennat socialiste, depuis Pierre Leroux. Qui n'a pas lu Pierre Leroux? Ça, on le sait par toute la famille Viard. Jacques Viard, oui, le père, à ce moment-là, et même avec les pontes du PS, genre Payon, parce que justement, il veut qu'au moins à l'intérieur du PS, au moins il y ait un séminaire ou comment on appelle ça, une commission qui rétablisse Pierre Leroux, qui leur fasse connaître l'œuvre de Pierre Leroux. Ça se fait jusqu'en 1992, alors que dans le même temps, soi-disant socialiste, la politique de Mitterrand est donc au nom de la France-Afrique, de se dire, tiens, le Rwanda nous a appelés, ben tiens, le Rwanda, on va le mettre dans la France-Afrique, et là, on va soutenir une dictature raciste, ethnique, qui n'a rien à voir ni avec la République française, et qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec le socialisme. Hein. Alors que le FPR, le soi-disant mouvement d'opposition, les soi-disant Tutsis, sont un mouvement authentiquement socialiste, sont un mouvement d'aspiration marxiste-léniniste. Et ils l'ont décrit à l'époque, ils ont écrit, ils ont publié, ils veulent faire la guerre, parce que les transactions politiques ont échoué, pour forcer à de nouvelles discussions, et pour faire plier la dictature, et repasser en un état de droit multipartiste. Donc ils attaquent, mais aussitôt ils arrêtent, pour voir où on en est au niveau des discussions. Et ils vont faire ça tout le temps, en pensant qu'ils vont pouvoir faire tomber la dictature. Or, ce qui va se passer, c'est que Mitterrand, lui, à chaque fois, va soutenir la dictature, et ramener de plus en plus de soldats français, d'armes françaises, de fric français, de soutien et de logistique française, de 90 à 91, à 92, à 93, jusqu'au génocide en 94. L'armée rwandaise, en 90, représentait 5000 hommes. En 1993, elle représente 50 000 hommes, armés jusqu'aux dents, par l'armée française, uniformes, mitraillettes, mortiers, obus, hélicoptères, commandos de la mort.
comme était envoyé en Argentine par Giscard. Et on se retrouve donc dans l'aberration de soi-disant Mitterrand socialiste qui soutient une dictature raciste au Rwanda contre l'authentique d'un mouvement socialiste. Et le clou, c'est qu'en janvier 1993, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme avec Jean Carbonard, qui était le président de l'association Survie, et qui était membre de la Fédération internationale des droits humains. Ils sont alertés au Rwanda, il y a une petite fédération du droit humain, il y a la même au Sénégal, et puis il y a un organisme américain qui sont au courant, comme Adélaïde, comme tant de femmes et d'hommes ont témoigné, qu'à partir de 1990, sous prétexte de guerre contre le FPR, en fait, ils se battent contre le FPR soutenu par la France, mais déjà ils commencent le génocide. Ils commencent des meurtres de civils. 10 par-ci, 10 par-là, près des camps d'entraînement formés par les Français pour former l'armée rwandaise, tout autour il y a des massacres. Dès 90, dès 91, dès 92. En 92, il y a ce qu'on appelle le massacre des Bagogwe, c'est dans une région du Rwanda, voilà. Il y avait un camp français, et il y a 150 000 morts. Donc là, il y a beaucoup de témoignages. Il y a la mission du droit humain qui va au Rwanda, ils vont sur place. Et là, Carbonare revient avec un rapport qu'il amène à Mitterrand, qu'il amène à Bruno Delay, en disant, voilà, on n'a rien à foutre au Rwanda, on est avec une dictature raciste qui est en train de faire un génocide, on en a les preuves, et il faut absolument retirer l'armée française. Il se trouve que le chef de l'armée française au Rwanda, le général Varé, qui est au contact de l'armée rwandaise qu'ils sont en train de former, se retrouve nez à nez avec un des commandants de l'armée rwandaise qui lui dit les yeux dans les yeux, on va génocider les Tutsis, vous allez nous aider à les génocider. Le général Varé, c'est pas un gaucho, c'est pas un 68 art, il a participé au putsch d'Alger avec l'armée française. Toujours est-il qu'il refuse. Lui-même, il téléphone aussi en France et il dit, bah non, on n'a rien à foutre là-bas, ils veulent faire un génocide. Il y a la DGSE, qui est la Direction Générale des Services Extérieurs, bref, c'est les services secrets français, qui envoie des rapports à Mitterrand en disant, on n'a rien à foutre au Rwanda. Donc il y a le général français de l'armée, les services secrets, la Fédération internationale des droits humains, et Pierre Jox, qui est à ce moment-là ministre de la Défense, qui lit le rapport Carbonare, et à 4 niveaux de la société française, tous sont d'accord, la France doit sortir du Rwanda, il y a un énorme risque de génocide qui a en partie commencé, et il faut arrêter de soutenir cette armée, envoyer des casques bleus et tout ça. Ça c'est janvier 93, il y a les élections législatives en mars 93, le Parti Socialiste va être battu aux législatives, et c'est la droite qui va être élue, avec Balladur, Sarkozy et Juppé. Et la réponse du gouvernement français va être, on se fout de la DGSE, on se fout du général Varé, qui va être limogé, on se fout de Pierre Jox, on se fout de la Fédération internationale des droits humains. Dès que la droite cohabite avec Mitterrand, il double l'armée française au Rwanda, envoie d'armes, envoie d'hommes, ils envoient des informaticiens pour amener les premiers ordinateurs au Rwanda. Et là, comme depuis les cartes ethniques de 1933, ils ont tout comme les vieilles archives avec les petites cartes en carton. Il faut des grandes salles d'archives, hein, parce qu'il faut avoir des cartes en double. Donc les informaticiens français font que tout le fichier ethnique est informatisé et imprimé et sera envoyé à la célèbre radio RTL 1000 Collines, puisque c'est une radio qui va appeler au meurtre, appeler au génocide et donner les noms. Au Martina, les Lopez sont à exterminer. Et là arrivent 10 tueurs, ou 50, ou 200. Et je crois. Et les Français vont participer à la mise en place de ce fichier
comme le fichier des Juifs de Vichy. Donc la collaboration française, l'implication française dans la formation de l'armée, dans le soutien financier, militaire, logistique, les hélicoptères, les obus, les uniformes, les formations, est entier durant 4 ans. Et malgré le rapport de la FIDH, la France ne va pas se retirer. Or, le lien entre Pierre Leroux et le socialisme et le FPR, c'est que le lien il est direct entre Leroux et le FPR, et que c'est la trahison du socialisme par Mitterrand. C'est un peu ça que la thèse du livre pose. Je m'appuie principalement sur un livre, si vous pouvez le lire, c'est magnifique, parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que je viens de faire en 20 minutes. Ça s'appelle Rwanda demain, une longue marche vers la transformation. C'est Jean-Paul Kimonyo, qui est docteur en sciences politiques, qui est je crois qu'il a été ado, membre du FPR. Il y a beaucoup d'hommes rwandais qui sont rentrés dans le maquis du FPR, et de femmes aussi. Et c'est un livre qui vient de sortir en 2017, et qui raconte toute l'histoire depuis 1959, de l'exil des Tutsis au Nungoda, au Zaïre, au Burundi, et toute l'histoire de la formation du FPR, qui ne raconte pas le génocide, mais qui raconte encore toute la reconstruction, parce que c'est là où on arrive un peu au bout. Donc le FPR se veut d'inspiration marxiste-léniniste, au sens du combat contre la dictature, au sens de tuer les criminels, au sens de devoir combattre les criminels qui tuent la population, par la force. Maintenant, une fois qu'ils ont arrêté le génocide, ils n'ont pas pris l'option marxiste, ils n'ont pas voulu faire un État socialiste. Ils ont pris le projet de Leroux. Ils ont voulu faire une république socialiste. Alors, ça n'a pas été facile parce que, après le génocide, d'ailleurs la communauté internationale n'a pas aidé le Rwanda, même pire. Ils se sont retrouvés tout seuls. Les morts, les blessés et les maladies, la pauvreté jusqu'en 1998 a été énorme. Il y a même eu de la corruption au sein du FPR avec des types qui abusaient du jeune pouvoir du FPR et qui ont été virés en 1 an. Et ce n'est que vers 2000-2003, après 2 ans, parce que aussi pour reconstruire le Rwanda, c'est Kikukiro, c'est des réunions qu'ils ont mis en place tous les samedis, puisqu'évidemment sur une population de 8 millions, il y a eu 1 300 000 morts, enfin 1 300 000 personnes assassinées, il y avait 2 millions de tueurs, que dans un premier temps les tueurs ont fui au Zaïre, soutenus encore par l'armée française après le génocide, jusqu'aux armes, pour attaquer le Rwanda, mais certains sont re-rentrés, et donc le FPR a reconstruit le Rwanda avec les anciens tueurs. Pour ça, ça a été des discussions et des palabres pendant des années, et de 1998 à 2000, et en 2003, le Rwanda se donne une nouvelle constitution, entièrement démocratique, et bon, je fais court, mais c'est le modèle de Leroux, d'une république sociale, avec... Bon, ils ont gardé un rapport au capitalisme d'entreprise libérale dans l'économie mixte, mais pour tout ce qui a été la paysannerie, pour tout ce qui a été l'éducation, le rapport à la culture, c'est vraiment une aspiration socialiste. Et c'est pour ça le livre de Pierre Leroux, aux lumières du Rwanda. Voilà, je vous passe la troisième partie, c'est le rapport à l'écosocialisme, en se disant, ben, voilà, entre Leroux, qui aurait été le premier éco-socialiste, et qu'est-ce que devient le socialisme après le Rwanda? Parce que, on dit voilà, c'est tout, mais le problème actuellement, c'est qu'au PS, en France, il est toujours hors de question de parler du Rwanda. Il est hors de question de faire un procès à Mitterrand. Or, c'est pas en plus, je ne sais pas s'il y en a qui ont voté socialiste en 2012, j'ai voté socialiste en 2012, la trahison d'Hollande, on fait pas pire. On ne peut pas faire la loi travail en 2015, sabrer le code du travail, détruire les accords de branche. T'as peut-être voté contre Sarkozy plus que pour Hollande. Aussi les deux, oui. Mais cette trahison du socialisme encore par Hollande, après Mitterrand dans le cas du génocide, donne un état d'un parti socialiste en France qui quand on prend le projet de Leroux et le nombre d'expériences, comme aujourd'hui en Bolivie, ou même au Chili, qui sont en train de reconstruire avec la nouvelle constitution contre Pinochet, le Mali, le Soudan aussi,
qui est dans la suite du Rwanda, hein? Venezuela aussi. Venezuela, bien sûr, sont dans les authentiques mouvances socialistes. Bon, il y a différentes obédiences, il y a différentes nuances, mais le Parti socialiste n'a plus rien en France de socialiste, et s'ils ne veulent pas régler la question rwandaise, c'est niette, c'est râpé. Et alors, dans l'actualité, pour que vous compreniez, parce que vous avez... J'espère que vous avez entendu parler là au mois de mai que Macron est allé au Rwanda, parce que quand on a été... Moi j'ai du théâtre, mais pendant 15 ans, à cause de Christine d'ailleurs, et du groupe OFF, quand elle fait le spectacle Rwanda 94, une tentative de réparation pour les morts à l'usage des vivants, qui a été une très grande œuvre théâtrale dès 2000, c'est ça 98. 98 même, Ah oui. ouais. Et qui a tourné pendant 12 ans dans le monde entier, qui a été primé partout. J'ai décidé de m'intéresser et d'apprendre par rapport au Rwanda. Et j'ai appris des études du judaïsme sur la Shoah, et j'ai pu aller au Rwanda, et je me suis intéressé à ce qui s'était passé, et pourquoi, et qu'est-ce qui se passait en France. Bon, ce qui se passait en France, c'était très simple à l'époque. Vous commenciez à chercher un poste ou travail, vouloir faire un blog avec Rwanda, ça explosait tout de suite. C'était très simple, encore, même en 2008, c'était encore comme ça, en 2012 encore. Et ces 27 ans de négation ont soi-disant été réglés par un coup de baguette magique macroniste au mois de mai. C'est tout en surface. Malheureusement, il y a une grosse souffrance des survivants qui ont été niés, qui ont été insultés. La France a accusé Kagame d'avoir fait le génocide et l'attentat là pendant 20 ans. Là, c'est ressorti. Alors, la France reconnaît avoir été en faillite intellectuelle, morale et politique, mais aucune justice. C'est ça qui est très important. Ils ne veulent pas passer en justice, ils ne veulent aucun procès, alors que c'est des procès de crimes et de complicité de crimes contre l'humanité. Ou Balladur, Mitterrand, Sarkozy, Léotard, Hubert Védrine. Védrine, après les militaires, Tauzin, Lafourcade. On a vraiment des témoignages, on a vraiment des preuves, on a vraiment des dossiers montés, on a leurs écrits, même pendant 27 ans, qui sont orduriers de racisme. Je n'ai pas amené tous les bouquins, évidemment, mais on a beaucoup de preuves, et là, on a des gens qui sont... on a 100 génocidaires rwandais qui ont été rapatriés par l'armée française, qui vivent en liberté en France. On vit dans un pays, c'est pas seulement Haïti, ça vient de péter, hein. Ils ont tué le président. Ouais, c'était Daladier, Duvalier, hein, qui avait été ramené par la France. Bon, depuis 1994, il y a 100 génocidaires en France. C'est pas des petits génocidaires. Agathe Abiyarimana, c'est la femme du président qui a sauté dans l'avion, là. On est au bout des enquêtes, à 80%, c'est la France qui a fait l'attentat. C'est lourd, c'est très très grave ce qui s'est passé. Et il y a 100 génocidaires qui ont été rapatriés. L'autre, elle a été rapatriée le 9 avril. Pendant 6 mois, ils ont tout fait pour mettre le génocide en place. Il y a 100 génocidaires en France, il y a des complices français, politiques, militaires. Tout ça, c'est des arrestations. Les dossiers sont montés. En 2008, on a reçu, Geneviève était là avec maman, Monsieur Gauthier du collectif des partis civils. Vous avez peut-être vu à la télévision, à chaque fois qu'il y a des procès autour du Rwanda, avec sa femme, Dafrosa. Il y avait Serge Farnel qui était venu aussi ici. C'est pas réglé du tout. Il y a un discours de surface. Alors voilà, Macron a fait comme avec tous les gens qui croient à Macron. C'est très très pervers. Il les a pris au sentiment. Il a lâché 2-3 mots qu'il n'y a Rwanda. Il a fait semblant de demander pardon, sans demander pardon, sans qu'il y ait de justice. Et dans les 27 ans de déni que faisait la France, il y a beaucoup de survivants qui quand même se sont sentis soulagés, qui se sont sentis un peu reconnus, qui ont entendu que la France reconnaissait ses torts, et qui adhèrent. Mais seulement maintenant, il y a le concret. Et le concret, par exemple, c'est que Adélaïde, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Adélaïde qui est venue ici, quand on a fait Star 21 en Rwanda, qui est venue témoigner, Adélaïde, elle est en procès. Elle est en procès, Elle est en procès, Adélaïde, parce qu'il y a un des curés génocidaire, qui est justement par Alain Gauthier, par le CPCR, qui ont porté plainte, un curé à Bordeaux,
ils ont porté plainte vers pareil 1999-2000, 20 ans pour attendre un minimum d'audience d'écoute du curé. Et pendant ce temps-là, mais il n'y a pas que Adélaïde, il y a Maria Malagardis de Libération. Attends, excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Ce curé... Ce curé est accusé d'avoir participé au génocide. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de curés, beaucoup de bonnes Oui, sœurs oui, qui ont je sais. participé